Sunday Night Productions. Depuis sa création en 1964, Nike, c'est la marque à la pointe de l'innovation dans le monde du sport. Cependant, même les plus gros géants peuvent trébucher. Avec son design révolutionnaire, ses matériaux à la pointe de la technologie, l'Air VaporMax devait marquer la suprématie de Nike dans l'industrie de la course à pied. Pourtant, malgré ses prouesses, cette chaussure s'est révélée être probablement le plus gros échec de Nike de ces dernières années, remettant en question sa domination incontestée. Vous vous apprêtez à découvrir l'incroyable histoire de la Air VaporMax, la chaussure qui devait révolutionner le monde du running et qui a fini aux oubliettes. Le monde de la course à pied recèle d'événements fascinants et spectaculaires. Chaque vendredi du 1er au 29 mars, plongez au cœur des histoires qui ont profondément marqué le running. Alors ajustez vos écouteurs et préparez-vous à être surpris. Bonne écoute! Imaginez, on est le samedi 26 mars 2017 sur la 5e avenue à New York, en plein cœur de Manhattan. Juste devant nous se trouve la façade scintillante du magasin Nike House of Innovation qui attire notre regard. Et en ce début de soirée, il y a une énergie particulière qui se dégage de la boutique. À l'intérieur du magasin se trouve le gratin des athlètes internationaux sponsorisés par Nike, mais aussi des cadres dirigeants de l'entreprise, des journalistes, des influenceurs, tous avec une coupe de champagne à la main, attendent le point culminant de cette soirée. Il faut savoir que ce n'est pas un jour ordinaire pour Nike. Aujourd'hui, on célèbre ce qu'ils appellent le Air Max Day. Un jour spécial imaginé pour rendre hommage à la Air Max One, une paire de chaussures iconiques de la marque sortie 30 ans plus tôt. Mais ce n'est pas tout. Cet événement anniversaire doit servir de rampe de lancement à un tout nouveau modèle imaginé par Nike, la Air VaporMax, qui a pour objectif de devenir la meilleure chaussure de running du monde. À 20h30 précise, les lumières commencent à s'atténuer dans la boutique et une projection démarre. I remember the first ad campaign for the Air Max. You just had the picture of the shoe and this light coming through it. And then I found, wow, there's a story behind this. If you look at the Air Max as a line and not look at them as shoes and look at them as personalities, no one's certain if it's going to work. Ce film retrace la révolution de 1987 avec la sortie de la première Air Max One qui a propulsé Nike à des sommets encore jamais atteints. Mais attention, ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas seulement de se remémorer les vieux souvenirs du passé. Au contraire, c'est le futur qui doit se dessiner sous les yeux des invités. Après le film, l'un des plus hauts dirigeants de Nike prend la parole. Dans quelques instants, nous allons vous présenter une chaussure révolutionnaire qui a nécessité 7 ans de recherche, de développement et des moyens considérables. Avec cette paire, nous n'avons qu'une idée en tête, révolutionner le monde du running et les codes de la chaussure de course. Et tandis que la silhouette révolutionnaire de la Air VaporMax apparaît pour la première fois aux yeux de tous les invités, une question est sur toutes les lèvres. Cette prouesse technologique sera-t-elle à la hauteur de la légendaire Air Max ? Vous savez, cette chaussure qui a vu le jour en 1987 et qui a été la première à intégrer une fenêtre visible pour le coussin d'air. Et je sais pas vous, mais moi quand j'étais ado, lorsqu'elles étaient en fin de vie, j'adorais percer ces bulles avec mon stylo à billes. Mais avant de vous raconter la suite de cette histoire, laissez-moi vous apporter un peu plus de contexte sur cette fameuse chaussure Nike Air Max que vous connaissez probablement tous déjà. Je tiens à préciser, pour tous nos auditeurs et auditrices qui ont moins de 40 ans, que la Air Max n'a pas toujours été le joyau des collectionneurs de sneakers, ni la star des photos Instagram. Il faut savoir qu'en 1987, la Air Max était avant tout la chaussure de prédilection des coureurs à pied et en particulier des marathoniens. Oui, vous avez bien entendu. Aussi étrange que cela puisse paraître aujourd'hui, à ses débuts, cette chaussure était incontournable aussi bien pour les coureurs élites que les joggeurs du dimanche. Et justement, laissez-moi faire une petite parenthèse de quelques minutes dans cette histoire pour vous parler des origines de la Air Max. Vous allez voir que ces informations vous seront très utiles pour la suite de notre histoire.
Remontons donc le temps jusqu'aux années 70. Nous voilà au milieu des 70s, et à cette époque, un ingénieur en aéronautique du nom de Marion Franklin Rudy vient de quitter la prestigieuse NASA pour faire fortune dans l'industrie du sport grâce à une idée qu'il a eue et qu'il pense révolutionnaire. Il veut utiliser l'air comme technologie d'amortissement. Rudy, c'est un gars passionné par la recherche et il avait mis au point cette technologie d'air pour renforcer à la base les protections des casques des astronautes. Imaginez-vous ça, une technologie spatiale sur vos pieds. Mais ce qui est franchement fascinant, c'est que notre Rudy a proposé cette innovation à toutes les grandes marques de sport de l'époque. Mais aucune d'entre elles n'a vu le potentiel avec l'air. En 1977, après avoir essuyé des refus chez Adidas, Puma ou encore Converse, il frappe à la porte de Nike, qui était à l'époque encore une toute petite marque de sport qui essayait tant bien que mal de se faire une place parmi les géants du secteur. Rudy, il présente son idée révolutionnaire de semelle injectée d'air à un certain Phil Knight, qui n'est autre que le cofondateur de la marque à la virgule. Mais malheureusement pour lui, Phil n'est pas non plus emballé par cette innovation qu'il trouve beaucoup trop futuriste et pas vraiment crédible. Mais il est séduit par l'énergie et la passion de cet ingénieur, et donc il décide d'acheter son brevet qu'il arrive à négocier pour une bouchée de pain. En 1978, la chaussure de course Tailwind est la première chaussure Nike à recevoir la technologie à air. Mais à cette époque, personne n'a encore l'idée de créer des bulles d'air transparentes. La technologie à air est donc intégrée directement dans la semelle et imperceptible aux yeux de tous. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'air à proprement parler, mais de couches remplies de gaz qu'on inclut dans la semelle pour améliorer le confort du coureur. Mais cette innovation, bien qu'elle soit une avancée considérable en matière d'ingénierie, passe presque inaperçue auprès des coureurs. À cette époque, les innovations dans le monde de la chaussure se mesurent essentiellement au design et cette technologie d'air invisible était donc très difficile à mettre en avant d'un point de vue marketing. Comment arriver à convaincre les coureurs de la valeur d'un élément qu'ils ne peuvent ni toucher ni voir ? Surtout quand d'autres marques misent sur des arguments visibles et tangibles. Les ventes furent donc modestes et Nike comprit vite qu'il ne fallait pas trop compter sur cette technologie d'air pour booster ses ventes. Jusqu'au jour où un certain Tinker Hatfield entre en scène. Tinker Hatfield, c'est le père de la Nike Air Max. Il a été recruté par Nike en 1981, non pas pour s'occuper des chaussures, mais pour designer des showrooms et des bureaux. D'ailleurs, vous allez voir que c'est certainement pour ça qu'il a eu un regard totalement différent des autres designers de chaussures. Car incontestablement, Tinker n'était pas juste un concepteur designer, c'était un véritable visionnaire. Déjà, il faut savoir que Tinker, c'était vraiment l'employé modèle, celui qui était très apprécié des équipes. Ses aménagements de boutique faisaient l'unanimité, à tel point qu'un cadre de Nike lui propose, au milieu des années 80, de quitter le monde de l'architecture pour celui de la chaussure. Tinker, il accepte ce défi et il commence à se plonger dans les archives de Nike à la recherche d'une petite pépite. Sa curiosité se porte très rapidement sur cette fameuse chaussure dotée d'une technologie d'air qui l'intrigue énormément. Mais son patron lui dit tout de suite d'oublier cette idée, car selon lui, il n'y a rien à tirer de cette technologie qui n'intéresse pas vraiment les coureurs à pied. Tinker passe donc à autre chose. Mais il n'y arrive pas vraiment, et cette idée, elle commence un peu à l'obséder. Quelques mois plus tard, Tinker part en voyage à Paris. Et il découvre, dans le quartier bouillonnant du Marais, le centre Georges Pompidou. En tant que passionné d'architecture, il remarque tout de suite ce bâtiment qui se démarque particulièrement de l'architecture haussmannienne parisienne. Conçu par Renzo Piano et Richard Rogers, le centre Georges Pompidou avait en effet une particularité et pas des moindres. Sa structure, ses tuyaux, ses escaliers mécaniques étaient tous visibles de l'extérieur, renversant ainsi tous les codes architecturaux traditionnels qui cherchent à cacher au maximum ces structures. Cette transparence, ce désir de montrer plutôt que de cacher, a éclairé Tinker d'une idée audacieuse. Et si la technologie Air de Nike devenait elle aussi visible aux yeux de tous ? Il s'empresse donc de rentrer en Oregon pour parler de son idée à son chef.
Mais une fois de plus, il n'arrive pas vraiment à convaincre avec ses arguments. Tous ses collègues semblent sceptiques à l'annonce de son idée. C'est simple, personne n'y croit. Même le service marketing trouve l'idée d'exposer la bulle d'air à la vue de tous comme beaucoup trop risquée. Selon eux, les coureurs vont avoir peur d'exploser la bulle en courant et ils ne feront jamais confiance à une telle paire. Et franchement, est-ce qu'on peut leur donner tort ? Sans parler des ingénieurs qui mettent en doute la faisabilité technique à grande échelle de produire une telle paire de chaussures. Pourtant, c'est avec sa conviction inébranlable et sa passion que Tinker va s'arracher à convaincre tout le monde. Et son obsession pour cette bulle d'air finit par faire mouche et contre toute attente, la direction de Nike décide de tenter le coup. La suite de l'histoire, vous la connaissez tous. La Air Max devient un véritable carton. Dès sa sortie, les réactions de coureurs sont unanimes. Elle offre du confort et un amorti sans précédent. Et même si aucune étude scientifique n'a démontré vraiment son efficacité, elle change complètement la donne dans le monde du running à la fin des années 80. Il faut bien se rendre compte que pour Nike, la Air Max est bien plus qu'un simple succès commercial. Car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à cette époque, le marché il était dominé par Adidas et par Puma. Et avec l'Air Max, Nike arrive enfin à faire jeu égal avec les plus grands. Et ce succès retentit bien au-delà du monde de la course à pied. La Air Max n'est pas seulement une chaussure, elle devient un symbole, une preuve de l'avant-gardisme et de l'audace de Nike. Revenons maintenant à mars 2017, là où nous avons laissé notre histoire en plein cœur de Manhattan dans la prestigieuse boutique de Nike. Le Air Max Day doit non seulement célébrer les 30 ans de cette fameuse Air Max, mais aussi réaffirmer la position de leader de l'innovation de Nike dans le sport. Car au fil des années, beaucoup de coureurs se sont désintéressés de la technologie à air. Il faut dire que la concurrence, elle est rude. Les innovations foisonnent et les attentes des coureurs sont de plus en plus élevées. De plus, depuis les années 2000, Nike s'efforce de casser son image de marque orientée lifestyle. Une marque davantage appréciée par les collectionneurs et les ados plutôt que par les véritables sportifs. La Vapor Max doit donc marquer l'ambition de Nike de reconquérir le cœur des athlètes et de réaffirmer sa légitimité d'équipementier sportif et pas seulement d'une marque de mode. La stratégie est simple, la marque à la virgule souhaite recréer la magie de ses débuts en mettant l'innovation au centre de la conception d'une chaussure. Il s'agit donc de revenir à l'ADN historique de Nike tout en injectant les avancées technologiques des 30 dernières années. Et cette Air Vapor Max est selon ses créateurs une prouesse techniquement parlant. Elle est la première chaussure Air Max à se défaire entièrement de la mousse et du caoutchouc traditionnel utilisés pour la semelle extérieure et intérieure. Imaginez, chaque pas est directement amorti par l'air. Plus aucune semelle n'est visible, juste une grosse bulle d'air qui recouvre complètement la partie inférieure de la chaussure. Cette innovation doit apporter aux coureurs une sensation de légèreté, d'efficacité encore inégalée. Elle doit redéfinir totalement ce qu'est une chaussure de course. Et incontestablement, elle casse tous les codes de la chaussure de running. Juste après la présentation, les journalistes, les influenceurs, ils sont tous convaincus et enthousiastes à l'idée de tester cette fameuse Vapor Max. Et les premières impressions des spécialistes, elles sont bonnes et même plutôt excellentes. Les tweets, les posts Instagram, les articles commencent déjà à fleurir sur Internet. On encense le design audacieux et la promesse de performance de cette nouvelle paire. Les cadres de Nike, qui, jusqu'à la dernière minute étaient tendus comme des arcs, commencent enfin à se détendre et se laissent même envahir par une petite vague de soulagement et de confiance. Avec un tel accueil médiatique et une stratégie marketing aussi redoutable, comment la Vapor Max pourrait-elle ne pas être un succès planétaire ? Tout semble indiquer que Nike allait encore une fois frapper un grand coup. Mais malheureusement, le bonheur n'a été que de très courte durée. Les semaines passent et à la surprise générale, les ventes attendues en flèche se font attendre. Les rapports des commerciaux en interne se veulent même alarmants. L'euphorie des premiers jours se transforme soudainement en une véritable angoisse.
Les retours des coureurs amateurs commencent à se multiplier et sont très différents de ceux des journalistes et influenceurs biberonnés au discours marketing de Nike. Et beaucoup d'entre eux se plaignent du manque de stabilité de la chaussure. Certains regrettent même une sensation de flottement. D'autres pointent du doigt un amorti trop inégal, rigide et inconfortable par endroits. Cette sensation unique offerte par l'absence de mousse et de caoutchouc se révèle complètement inadaptée aux besoins des coureurs amateurs qui représentent plus de 95% du marché. Par ailleurs, beaucoup de runners se plaignent du manque de durabilité de la paire et évoquent même des problèmes majeurs d'usure prématurée. Cette avalanche de critiques, à laquelle Nike ne s'était absolument pas préparé, a l'effet d'une douche froide. Les cadres de la marque semblent découvrir avec effroi que les coureurs ne recherchent pas uniquement des innovations technologiques, mais surtout une chaussure qui répond parfaitement à leurs besoins de confort, de soutien et de durabilité. Car oui, on est au début de l'explosion des réseaux sociaux et ils doivent maintenant évoluer dans un monde hyper connecté où les consommateurs sont de plus en plus informés et exigeants. Il ne suffit plus de se reposer sur une renommée passée ou des campagnes publicitaires agressives pour garantir un succès commercial. Le coureur d'aujourd'hui exige que chaque produit qu'il achète soit à la hauteur de ses promesses et attentes. Et il faut se rendre à l'évidence, malgré les dizaines de millions de dollars investis, la VaporMax est un échec commercial auprès des coureurs à pied. Et pour une entreprise qui a misé gros sur cette chaussure, les conséquences peuvent s'avérer catastrophiques. Très vite, les revendeurs soldent la paire et affichent de gros rabais pour écouler leur stock monstrueux et ainsi éviter le pire. En seulement quelques mois, la paire tombe dans l'oubli auprès des communautés de coureurs. Ironiquement, elle va se reconvertir en une chaussure de lifestyle prisée des cours d'école et des passionnés de sneakers. Ce que Nike voulait justement éviter à tout prix. Aujourd'hui, l'histoire de la Air VaporMax est devenue un cas d'étude enseigné dans les écoles de commerce américaines. Les professeurs de marketing se sont emparés de cet exemple pour démontrer aux élèves les dangers d'un trop grand écart entre la vision d'une marque et les attentes du marché cible. Le cas de la VaporMax nous rappelle que peu importe la taille ou l'histoire d'une entreprise, personne n'est à l'abri d'une erreur de jugement. Car dans le monde des affaires comme du sport, l'humilité, l'écoute et l'adaptabilité sont des qualités essentielles pour durer dans le temps. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout les faits divers du running. Une plongée au cœur d'une histoire inspirée de faits réels. Si cet épisode vous a plu, prenez un instant pour nous laisser une évaluation et quelques mots de soutien. Vos encouragements sont essentiels pour nous. Je suis Guillaume Santracchio, narrateur et auteur de cette histoire pour Sunday Night Productions. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt!